Eh bien voilà, Medavis, c'est un des partenaires ce matin donc de notre matinée SaaS. Et Medavis, c'est une société que connaissent bien les opérateurs de médecine générale, puisqu'elle est implantée dans les CPTS. Elle est un peu moins connue des SAMU. Et on a choisi avec Monsieur Dulac un sujet qui raconte une histoire vécue, quelque chose qui s'est passé dans un, je dirais, dans l'ultramarin, peut-être un peu loin de la métropole, mais avec des problèmes extrêmement concrets qui se rapprochent de ceux qu'on a évoqués toute la matinée. Donc, une complémentarité entre le SaaS et les CPTS et la possibilité donc d'utiliser des outils. Donc, c'est de la télémédecine, mais c'est plus que de la télémédecine. Monsieur Dulac, c'est avec grand plaisir qu'on vous écoute sur ce sujet qui va nous donner un peu de vécu après une matinée où on a eu aussi du théorique et du vécu. Merci, professeur Carly. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez mon écran? On vous voit parfaitement et l'écran est sur la bonne diaporama. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Donc mon nom est Mathieu Dulac. J'en charge le développement territorial de Medavis et en particulier les CPTS, ce dont on va parler aujourd'hui. Ça va être vraiment dans la continuité de ce qu'ont pu indiquer le docteur Prochasson, le docteur Smadja. On va parler surtout de cette complémentarité entre le SAS et les CPTS. Vous allez le voir, nous, on est sur le stream 1.2 des éditeurs référencés pour le SaaS. Il y a eu un premier stream qui avait été un lot de 12 éditeurs qui avait été annoncé pour les premiers pilotes SaaS il y a quelques semaines maintenant. Et cette semaine, un deuxième lot. On fait partie de ce deuxième lot qui a été listé pour les solutions du SaaS. Mais surtout, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet des CPTS et des soins non programmés. Donc, on a déjà acquis une certaine expertise, une certaine expérience. C'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Quelques mots déjà, peut-être pour vous indiquer ou rappeler qui est Medavis. Ça fait 7 ans qu'on existe aujourd'hui. On fait partie un petit peu des acteurs historiques de la télémédecine. En France, on a quelques 9000 médecins qui sont utilisateurs au quotidien de nos solutions, en particulier de téléconsultation et de téléexpertise, puisqu'on travaille sur le premier recours et sur le second recours. Ces 9000 médecins ont représenté en 2020 400 000 actes qui ont été réalisés sur la plateforme. Donc, il y a du programmé, du non programmé. Mais au-delà de ces actes et de ces médecins utilisateurs à titre individuel, comme je le disais, on a une spécificité depuis 2 ans, c'est qu'on a pris très tôt, c'était même un peu avant la signature de l'avenant conventionnel sur les CPTS, on a pris l'option stratégique d'aller accompagner ces CPTS qui étaient encore en cours de normage, d'aller accompagner les CPTS dans une de leurs missions principales, leur mission socle, et la première d'entre elles qui est l'accès aux soins non programmés. Et on le fait avec un outil d'orchestration des soins non programmés sur lequel on travaille depuis quelques années déjà et que l'on a tout simplement mis à disposition des CPTS dans le cadre de cette mission socle des soins non programmés. Il y a à peu près 80 CPTS ou projets de CPTS que l'on accompagne à des stades naturellement divers en termes de maturité administrative et opérationnelle, mais on en a déjà déployé une demi-douzaine. Vous avez les 4 CPTS qui sont listés ici en Bourgogne-Franche-Comté, en Île-de-France ou en Bretagne. Et puis, on va le voir, ce n'était pas une CPTS, puisque à l'époque, l'expérience dont on va parler de la Guyane, c'est un département et c'est une ARS qui directement a déployé Medavis, mais c'était dans ce même type de schéma et avec la même logique que l'auraient fait les CPTS guyanaises si elles avaient été matures à l'époque. Donc voilà qui nous sommes. Donc cette activité principale au niveau des CPT, c'est que dont on souhaite et on accompagne les territoires pour qu'ils fassent la jonction avec le SaaS pour ceux qui sont sur des territoires pilotes. On le fait avec des outils. Le premier des outils, c'est naturellement un agenda, qui est un agenda dédié aux soins non programmés de territoire. Et là, naturellement, tous les mots comptent. L'agenda, c'est un agenda où on est tous en train de parler de créneaux de disponibilité de médecins, un agenda de territoire, puisque vraiment c'est la CPTS qui est maîtresse en sa demeure, c'est elle qui organise son périmètre. Et on l'a vu tout à l'heure avec le docteur Smadja ou le docteur Prochasson, il y a cette notion d'équilibrage de la gouvernance entre la ville et l'hôpital, une notion importante. Il est important, on va dire, politiquement, d'avoir vraiment de laisser la CPTS s'organiser et se présenter en front uni et organisé auprès du SaaS. Et donc, la CPTS va
utiliser cet outil qui sera son outil, l'outil de la CPTS, et qui sera un agenda dédié aux soins non programmés. Donc, ce n'est pas du tout un outil qui va aller fouiller dans les agendas des uns et des autres, puisque sur un territoire, vous allez probablement trouver des agendas très, très différents, ou des habitudes de fonctionnement très, très différents selon les professionnels de santé. Et naturellement, il ne s'agit pas de les modifier, mais c'est un agenda dédié sur lequel les médecins vont pouvoir déclarer, ou la coordinatrice de la CPTS pourra également renseigner les différents créneaux pour avoir une vue agrégée. Les professionnels de santé eux-mêmes peuvent se saisir de différents créneaux s'ils sont publiés. On sait également aller chercher des micro-créneaux avec un système interstitiel qui permet d'aller chercher le temps médical qui se dégage un petit peu au dernier moment. Vous connaissez les fameux lapins qui concernent bon nombre d'acteurs de prise de rendez-vous en ligne, puisque souvent, la facilité de prendre un rendez-vous, ça va aussi de pair avec la facilité de ne pas s'y présenter. Donc, on sait récupérer comme ça ces micro-créneaux de 15 minutes sur une journée en interstitiel pour les récupérer et les rendre utiles pour la CPTS et le soin non programmé. Et adossé à cet agenda ou asservi à cet agenda, on a surtout mis en place, donc, dès il y a 2 ans maintenant, un système d'orchestration des soins non programmés qui fait appel à une ligne téléphonique intelligente qui va s'adresser pour la partie de droite de l'écran sur le pool de médecins ou des professionnels de santé du territoire dont les disponibilités auront été agrégées par l'agenda et le système qu'on a vu juste avant, pour rendre cette offre donc orchestrée au niveau de cette ligne téléphonique, pour la rendre accessible au niveau de différents entrants, ce que vous voyez sur la partie gauche. Par exemple, à la première ligne, vous avez les territoires, les CPTS, qui ont choisi que ce soit uniquement le coordinateur ou le secrétaire ou un secrétariat de la CPTS qui va avoir accès à ce pool de médecins. À l'inverse, tout en bas, on a des territoires, ça a été le cas de la Guyane, ça a été le cas de Paris 11 également, qui ont choisi d'ouvrir directement aux patients l'accès à cette ligne territoriale de santé et à ce pool de médecins. La troisième ligne, vous voyez également un autre territoire, ça c'est le territoire de la Nièvre par exemple, qui a choisi de plutôt réserver cet accès à tout professionnel de santé du territoire qui peut être porte d'entrée de ce service d'accès aux soins, qui n'en est pas un, puisque on n'est pas forcément un pilote, mais au niveau de cette CPTS, c'était la façon dont la CPTS avait déployé. Et puis enfin, la quatrième option entrante, c'est la deuxième sur la ligne que vous voyez là, c'est les urgences, où l'assistant de régulation médicale, le Dr Smadja, a rappelé que voilà, le niveau 1, au niveau de l'opération téléphonique, c'était vraiment un arbitrage entre urgent, non urgent, entre filière AMU et les filières soins non programmés. Et bien voilà, là, typiquement, un assistant de régulation va pouvoir, si c'est un appel qui relève des soins non programmés, le redispatcher directement, le renvoyer à la ville qui se sera organisée pour cela. Et c'est important, je dirais, de façon opérationnelle pour l'assistant de régulation qui n'a pas forcément à suivre mois après mois la façon dont la CPTS elle-même retouche ses protocoles ou retouche sa façon de s'organiser. Donc là, quelque part, elle a le numéro qui est utilisé et derrière, c'est l'affaire de la CPTS. Et c'est également important pour la CPTS puisqu'elle va souhaiter pouvoir retoucher et faire évoluer son dispositif de soins non programmés au fil du temps. Donc on arrive à faire quelque chose qui est très équilibré entre le rôle du SAS niveau 1 et le rôle qui va être dévolu à la ville, et a fortiori lorsqu'elle est organisée en CPTS, de pouvoir être maîtresse en sa demeure et organiser ses propres protocoles et faire vivre ces protocoles pour les professionnels de santé en ville. Et c'est donc exactement ce qu'on a fait il y a presque 1 an maintenant, en Guyane. Le contexte était le suivant, le territoire guyanais, le département de la Guyane avait un retard à l'allumage plutôt à son avantage de 15 jours, 3 semaines en termes d'arrivée de la pandémie par rapport à la métropole. Donc, ils ont pu anticiper ce que pouvait être la surcharge des services d'urgence, des appels aux 15, etc., que nous, on a connu à l'époque en métropole. Et donc, ils ont voulu anticiper et mobiliser les professionnels de ville sur un dispositif, ce qu'ils ont appelé cette deuxième ligne,
pour pouvoir absorber le flux de patients en situation d'urgence ressentie. Voilà. Donc ça, on a déployé ça donc, dans le temps qui nous était imparti. On avait donc, comme je vous le disais, 15 jours, 3 semaines. C'est effectivement le délai qu'on a utilisé. En 15 jours, on a déployé Medavise. Donc ça a été piloté par l'ARS Guyane et le GCS GUIA6. On a déployé ça en 15 jours. Vous voyez ici les chiffres qui sont tirés, donc c'est un témoignage du directeur du GCS GUIA6, M. Ronald Olivier, sur les 160 médecins de ville que compte le département de la Guyane. Donc sur les 160, 150 ont participé au dispositif. Ça a été vraiment un vrai succès d'appropriation par les médecins qui ont donné de leur temps pour prendre en charge ces patients, qui se sont organisés sur le planning qu'on a vu juste avant, avec des modalités qui avaient été celles qui avaient été fixées à l'époque par le territoire. C'était un 7h, 19h du lundi au dimanche. Voilà, c'est naturellement quelque chose qui est adaptable territoire par territoire. Mais ça a été vraiment un vrai succès en termes de deuxième ligne, quelque chose sur lequel les services d'urgence ont pu s'appuyer, puisqu'il y avait ces 150 médecins qui étaient prêts à accueillir les patients ou à les aider, soit sur du présentiel ou de la téléconsultation. Les chiffres en dessous, voilà, 150 médecins qui ont été fédérés, tous du territoire guyanais, 4200 patients qui sont passés par le dispositif et 6000 actes réalisés sur une période de 3-4 mois entre avril et l'été 2020. Voilà. On est extrêmement fiers de cette référence. C'était pour nous vraiment quasiment un embryon ou une maquette de ce que pouvait être le SAS et de ce qu'on est en train de faire au niveau des CPTS. Donc voilà, que vous soyez porteur de projet plutôt côté ça, c'est que vous souhaitiez des solutions pour fluidifier et fédérer les échanges avec les CPTS de votre territoire, ou que vous soyez porteur de projet CPTS, vous avez mes coordonnées ici. Je serais ravi d'aller plus loin avec vous et de répondre à vos questions. Merci, Merci. Monsieur Dulac. Bravo. C'est vraiment très parlant et c'est impressionnant. Et je suis très, très impressionné de voir que les idées qu'on a eues à Paris, où on a eu le couteau sous la gorge et on a mis en place des dispositifs à toute vitesse, ça a été repris, structuré, proposé en Guyane. C'est un département que j'aime bien, la Guyane, mais c'est un département qui est dur en termes d'aide médicale urgente et de soins non programmés, parce que les hélicoptères sont souvent la seule jonction possible entre les différents centres. Et honnêtement, si ça marche en Guyane et si ça marche en métropole, ça veut dire qu'on commence à avoir des idées qui sont des idées maintenant, je dirais, rustiques, robustes, utilisables dans nos circonstances. Alors, je sais qu'on a quelques questions et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, il y en a une vraiment dont je voudrais vous parler, qui est l'adaptabilité que vous avez décrite. Ça, c'est absolument fondamental. Les outils que vous créez et les outils dont on va avoir besoin, ce n'est pas des outils hégémoniques, c'est-à-dire ce n'est pas un carcan. Et j'ai remarqué que vous aviez réussi à contenter nos collègues de la Nièvre qui n'étaient pas d'accord avec les collègues de tel autre département, mais que finalement, on peut paramétrer toutes ces réponses pour obtenir le même résultat, même si on part de choses qui initialement ne sont pas exactement les mêmes, ou de conception, ou de volonté, ou d'historique surtout, parce qu'il y a des choses qui existent depuis longtemps au niveau. Vous pouvez nous commenter ce point? Il me paraît vraiment important. Oui, alors effectivement, l'adaptabilité de la solution, déjà, par nature, on est vraiment toujours engagé dans la co-construction. On n'est pas arrivé avec une solution monolithique qu'on avait déjà designée, on l'a fait avec les premiers territoires qu'on a fait. C'est vrai, donc côté patient, vous avez vu les différents entrants qui sont proposés, et là, c'est vraiment chaque territoire qui définit sa politique. Est-ce que je laisse les patients accéder directement au dispositif, ou est-ce que je le réserve aux urgences ou au SAS, ou est-ce que je permets aux professionnels de santé, aux infirmières, par exemple, qui ont souvent face à des contextes de soins non programmés, ou pharmaciens. Donc voilà, le côté patient, c'est totalement paramétrable, on ouvre les accès à qui de droit. J'annonce aussi qu'on travaille sur ce sujet également sur le second recours avec des équipes de soins spécialisées, mais on aura, j'espère, l'occasion d'y revenir. Et c'est vrai aussi sur l'aspect organisation médicale. On a des territoires qui ont utilisé plutôt la dynamique enfin, en tout cas le système d'astreinte ou de garde. C'était le cas à Paris 11, on l'a aussi utilisé en Guyane, pour avoir une mécanique qui soit très normée, très calée, par exemple, sur des secteurs de garde qui existaient jusqu'à présent en régulation. Donc voilà, donc on a tout simplement calé, repris les mêmes types dynamiques de garde. On a d'autres territoires où on est en train de déployer, et c'est le cas de la Nièvre, quelque chose qui est beaucoup plus interstitiel, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, en fait, par défaut, tout le monde qui va être connecté au système, et on va pouvoir bénéficier de ces petits créneaux qui se
qui se libèrent à la dernière minute, et ben voilà, plutôt que de laisser le professionnel de santé sans rendez-vous honoré, bah, de pouvoir néanmoins utiliser ce temps médical. Et voilà, on arrive à trouver comme ça, tout cumuler du temps médical sur les territoires. Excellent. François? Oui, oui, c'est effectivement très impressionnant ce que vous présentez. Moi, j'ai une question qui est peut-être bête, mais comment vous avez fait pour enrôler 150 médecins sur 160? Parce que ça, c'est impressionnant. Alors, et pour le coup, la tâche impressionnante ne nous incombait pas, parce que c'est là, pour le coup, c'est directement l'ARS et le GCS qui se sont mobilisés. Nous, on n'était que prestataires techniques quelque part. On a amené la plateforme qu'on a mis en place en 15 jours. L'effort a été quand même ici pas mal de notre côté en termes de formation, parce que ces 150 praticiens, il a fallu, dans les 15 jours, on a travaillé nuit et jour pour que chacun ait sa formation. Mais sinon, sur l'effort de mobilisation des troupes, là, c'est un effort qui a été enfin, les lauriers sont pour l'ARS et pour le GCS Guyassi. Vous êtes un peu modeste parce que si l'outil n'est pas très fonctionnel, un peu sexy, personne n'y va. Donc il y a quand même des qualités intrinsèques à votre outil qui rendent ça possible. Très bien. Très probable. Monsieur Dulac est sans voix, François, quand tu lui fais un compliment. Non, mais je confirme. On a beaucoup d'outils et nous le voyons au quotidien. Très rapidement, le médecin et l'ensemble des participants du système sur des choses qui accrochent, ça peut devenir des points de fixation et on a beaucoup de mal après à reprendre la main. Donc, je suis sûr que les Guyanais étaient extrêmement motivés parce qu'ils ont vu arriver la vague d'appels et qu'ils se sont précipités pour le faire, mais c'est quand même un gage de réussite quantitatif et qualitatif qui est intéressant à considérer. Et je pense que c'est des éléments auxquels tous ceux qui assistent encore à ce congrès, parce qu'on est encore beaucoup, même si certains ont faim, et il y en a même qui ont un sandwich à la main, je l'ai vu. Donc, c'est très clair. Voilà des éléments à mettre en charge. Madame Tellion, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres points, ou est-ce qu'on va pouvoir arriver à la conclusion? Tu as résumé les questions qui étaient posées, Pierre, sur justement l'adaptabilité partant de la Nièvre pour aller en Guyane ou l'inverse, c'est vrai, c'est quand même des profils de personnes, de patients et d'organisations différentes, même si ça repose sur les ARS. Et donc, les questions, tu les as parfaitement résumées sur l'adaptabilité du produit que propose M. Dulac, qui est accessible à tous et avec pas forcément des moyens extraordinaires, juste les moyens de base de nos systèmes informatiques qui ont pu être mis en place et exploités à ce moment-là. Très bien. Il va Écoutez, falloir qu'on conclue, Pierre. on remercie M. Dulac, on remercie Mediavis d'avoir été avec nous.